Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Au cœur des débats, le soutien du PDG, Parti démocratique gabonais, au candidat Brice Oligui Nguema à la présidentielle du 12 avril. La mise en circulation de la nouvelle gamme de pièces de monnaie en zone CFA et la nomination des nouveaux préfets des départements. Sont avec moi sur ce plateau Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé dans les questions économiques, Albert Nyanzukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Karus Meili Awe, journaliste à Écho du Vrai. Bonjour madame et messieurs. Bonjour. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau de Vox TV. Je vous invite à suivre donc ce reportage pour aborder notre premier sujet. L'ancien parti au pouvoir a fait son choix. À quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril, le Parti démocratique gabonais annonce son soutien à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme fort à la tête du Gabon depuis le coup d'État d'août 2023. Le général, qui s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils après 2 ans de transition. Le Parti démocratique gabonais fait le choix de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat auquel le peuple s'identifie, qui donne des gages d'action dans son programme et qui a déjà recueilli des résultats probants dans l'exercice du pouvoir. Acquis au progrès social, au développement intégral et équilibré du Gabon, et n'étant nullement concurrent avec les associations, mouvements et forces politiques soutenant le candidat, le PDG, s'inscrit dans cette dynamique populaire inébranlable et dans l'inclusivité voulue par le candidat. Un appui à la candidature du président de la transition qui intervient alors que son principal rival, qui réclame une rupture totale, Alain-Claude Bilibinze, dénonce notamment son rôle d'ancien chef de la garde présidentielle de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, mais aussi d'être la continuité du système des Bongo et du PDG. En conséquence, il appelle l'ensemble de ses militantes et militants, ainsi que ses sympathisants, à apporter leur suffrage à l'homme d'action et candidat du peuple, Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors du scrutin à venir, pour continuer favorablement ce qu'il a déjà entamé en construisant l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. La campagne pour l'élection présidentielle débute officiellement ce samedi 29 mars, alors que les 4 candidats en lice multiplient déjà les grandes déclarations politiques. Dans le cadre de cette présidentielle présentée comme étant une étape décisive vers le retour à l'ordre constitutionnel. La déclaration du Parti démocratique gabonais, qui, on peut dire, qui fait allégeance à Brice Oligui Nguema. Karus, quand on regarde ce qui s'est passé au Gabon, est-ce que le soutien du PDG au candidat Oligui Nguema peut être considéré comme une surprise? Oui, on va dire une surprise, mais pas trop. Vous savez, s'il faut commencer à aborder ce sujet, je dirais que, vous savez, un homme de parole est souvent apprécié par son prochain. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, le PDG a vécu l'ancien régime et le nouveau avec Oligui Nguema, qui est perçu comme aujourd'hui un baptiseur et une personne focus dans le travail pour un Gabon prospère, on va dire. Mais vous le savez aussi bien que moi, d'après l'histoire, le PDG est suspendu aujourd'hui de 5 ans loin des activités politiques. Aujourd'hui, son soutien à Oligui Nguema peut être aujourd'hui source de sa chute, tout comme aussi un booster de confiance et d'influence pour la population ou encore l'opposition. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, la dynamique politique gabonaise est beaucoup plus influencée sur le facteur historique et culturel.
quand on voit l'historique du PDG, cela pourrait aussi bien être aujourd'hui un sujet phare qui pourrait menacer le climat politique au Gabon. Donc, moi, je me pose la question, est-ce juste un acte politique pragmatique? C'est une question que je me pose en moi, sans réponse. Ok, c'est une question que Karine se pose. Albert, PDG, hier au pouvoir et aujourd'hui évincé, mais soutenir le candidat qui a évincé son président, ça vous paraît comme logique? C'est une logique, j'allais dire, toute centro-africaine. Nous n'en sommes pas au premier renversement des tendances et des surprises qui viennent toujours en période de transition. Les périodes de transition sont des périodes de chamboulement de tout et il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir honte de le dire. Tous ceux qui étaient de l'ancien régime courent tous vers leur recyclage, vers leur façon à eux de se repositionner dans le nouveau régime. Et cela donc est d'autant plus visible au Gabon que, vous savez, les voix critiques ne manquent pas qui disent que Oligui Nguema c'est un bongo sans bongo, parce qu'il est du clan, parce qu'il est du Haut-Ogooué, parce qu'il a travaillé avec le président, le patriarche, l'ancien, l'ancêtre, président Ali Bongo, non, pas seulement Ali Bongo, Omar Bongo. Et donc, tout cela fait que c'est comme dans un mixeur, vous savez, on remue et on ne sait plus très bien ce qui en sortira. Mais au moins, ce qui en sort de bien, c'est que nous sommes en période de paix, que la contestation, quand elle se fait mais à gauche, c'est pas une contestation qui se mène avec des armes, avec une partie de l'armée, avec une contestation des régions. Donc, nous sommes ici dans une figure classique de ce qui se passe et se voit en Afrique centrale. Pas de surprise donc. Un peu étonné, oui, c'est rapide, je veux dire. Mais bon, après tout, pourquoi pas, voilà. Alphonse, quand on regarde aujourd'hui l'actualité politique au Gabon, le 12 avril, un nouveau président doit être élu. Est-ce que le soutien du PDG à Oligui Nguema, est-ce on peut considérer ça comme une façon de se mettre à l'abri de la disparition en politique du PDG? Bon, oui, c'est vrai, Albert l'a déjà dit, il m'a dévancé. C'est une pratique qui a cours dans notre espace politique en Afrique centrale, peut-être même aussi dans une moindre mesure en Côte d'Ivoire, puisqu'on l'a vu lorsque le FPI est arrivé au pouvoir, on a vu des ralliements de quelques gens du PDCI comme Dona Fologo qui ont rejoint le Laurent Gbagbo. Et en ce qui concerne l'Afrique centrale, hein, ça me rappelle aussi lorsque l'AFDL est arrivé à Kinshasa le 17 mai 97, on a vu quelques gens du MPR, notamment les Sakombi Nongo, rejoindre le camp de Kabila. Donc c'est souvent une pratique qui consiste pour certains politiques en Afrique centrale où cela est beaucoup plus visible. C'est une pratique non seulement de se mettre à l'abri parce que on a quand même des casseroles qu'on traîne sous l'ancien régime et en ce qui concerne justement le PDG au Gabon, on sait que 50 ans de pratique politique ou alors de gestion du pays, il y a certainement des casseroles que certains d'entre eux traînent. Et comme l'a dit Carius tout à l'heure, hein, le parti a été frappé d'inéligibilité pendant 5 ans. Ce qui signifie que c'est une espèce de prison qui ne dit pas son nom pour les politiques. Et le PDG est obligé certainement de faire des yeux doux ou alors faire des avances à Oligui Nguema, comme pour lui témoigner de sa solidarité et lui rappeler aussi hein, que n'oublie pas que tu as été avec nous, puisque tu as été avec Bongo Père, Bongo Fils. Il n'est pas question tout de suite de nous lâcher. Et c'est une pratique qui vise généralement, pourquoi pas, à
s'insérer dans le nouveau dispositif qui va se créer. Maintenant, tout dépend de la manière dont Oligui Nguema va gérer cela, parce que d'une manière ou d'une autre, lorsque vous suivez les réseaux sociaux au Gabon et même la presse, et même une bonne partie de la population, vous avez l'impression que les gens rejettent un tout petit peu ce mariage ou ce prolongement de bail à la tête de l'État qui s'apparente justement à un bongo qui continue ce que les bongo pères et bongo fils ont produit comme gestion du pays. Est-ce que ce soutien peut modifier le résultat d'Oligui Nguema le 12 avril? Albert. Moi, je dirais, en prenant des risques, parce que en matière de transformation sociale, de chamboulement des données ou des espaces, on ne peut pas toujours être affirmatif et dire c'est ce qui se passera, parce que c'est pas un ordinateur qui produit le résultat. Mais ici, je pourrais, je crois, avancer quand même assez, assez franchement que Oligui, on ne voit pas au point où nous en sommes, qu'est-ce qui pourrait menacer sa victoire le 12 avril prochain. Il est sur un fauteuil, sur un nuage. Ceux qui auraient pu lui faire des obstacles, des misères, sont ceux qui viennent se courber devant lui et lui garantir une allégeance tout à fait confortable. Donc, non. Par contre, la question qui pourrait se poser, c'est comment est-ce que nous pourrions lire cette victoire annoncée de Oligui? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la victoire du Gabon ou alors la victoire de tous les micmacs additionnés et qui ferait peut-être aussi la fragilité dans la première période du mandat d'Oligui Nguema II. Deux parce que, bon, là, on dit après la transition. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez un seul opposant aujourd'hui visible qui reste constant dans ses idées au Gabon, c'est M. Albert Ondossa, qui n'a jamais voulu entrer dans la perspective qui lui était ouverte d'assumer des fonctions dans la nouvelle équipe. Lui, il continue de réclamer sa victoire en août 2023, mais les autres, vous avez les Mbili Bizé, ancien Premier ministre. De quelle manière est-ce que lui, il peut aujourd'hui nous assurer, nous dire qu'il reste constant dans ce d'autant qu'il est passé de l'une à l'autre aile sans trop de moyens, de temps, d'hésitation. Et donc, bon, voilà, il y a ça. Quelle est la signification de cette victoire de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema quand on sait que c'est toute la région du Haut-Togo qui aujourd'hui clame son adhésion au refondateur ou à l'instaurateur du nouveau climat, au bâtisseur de ce qui se profile comme Gabon nouveau. Donc, c'est des questions qu'on se pose. La réponse ne devrait pas trop tarder. Je crois que dimanche prochain, nous devions savoir, en tout cas dans la soirée, et le lendemain, que les Gabonais ont fait un choix qui est peut-être la continuité. Ok, nous sommes donc suspendus à la date du 12 avril, où en soirée, nous saurons qui des 8 candidats l'a emporté. Donc, je vous invite à suivre notre deuxième élément qui nous conduit aussi à notre deuxième sujet. 200 francs CFA, une nouvelle pièce de monnaie parmi les 9 dénominations que vient de mettre en circulation le gouverneur de la BEAC, Yvan Sanabangui, lors de cette cérémonie dédiée au lancement de la nouvelle gamme de pièces de monnaie tenue au siège national de cette institution financière en République centrafricaine. Entre la pièce de 100 francs et 500 francs, il manque une pièce de référence intermédiaire. Nous avons fait donc le choix d'introduire la pièce de 200 francs, ceci pour répondre aux besoins des utilisateurs, des consommateurs dans les transactions courantes.
La mise en circulation de la nouvelle gamme de pièces de monnaie intègre les pièces de 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, 25 francs, 50 francs, 10 francs, 200 francs et 500 francs CFA et répond à l'épineuse question de pénurie de pièces constatées sur le marché. Elle règle aussi la question de la réduction de la valeur marchande de ces pièces souvent utilisées à des fins autres que monétaires. L'objectif poursuivi prioritairement, c'est de lutter contre la pénurie. La pénurie en augmentant la disponibilité de nos pièces pour faciliter les transactions commerciales, les transactions quotidiennes. En termes d'innovation, nous avons introduit cette pièce de 200 francs, mais également vous remarquerez la sécurité qui est apportée aux pièces de 100 francs et 50 francs. Les formes ne sont plus circulaires, mais des formes en panne. Ceci pour éviter leur utilisation dans les machines des jeux. À travers le lancement de cette nouvelle gamme de pièces de monnaie, la BEAC joue son rôle, celui d'assurer la stabilité monétaire dans la zone CEMAC. Comment appréciez-vous l'introduction de cette nouvelle pièce de 200 ? Arrivera-t-elle à changer quelque chose dans les échanges au niveau des populations ? C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue avec quelques responsables de la Banque centrale parce que je leur ai dit que la pièce de 200 francs, certes, c'est une innovation, mais elle va quand même créer ce qu'on appelle une inflation mécanique. Ça veut dire quoi pour être plus simple ? Voyez-vous, on est dans le cadre, par exemple, du Congo où nous avons une course de transport urbain à 150 francs, de manière officielle, même si quelquefois ça va au-delà. Mais ce que cela va entraîner, c'est que automatiquement, il y a le risque que des transporteurs se disent, mais puisqu'on a tout le temps des pénuries des pièces de 50 francs, même si là on dit qu'il y a des pièces qui arrivent, mais la pénurie va toujours se faire ressentir parce que pour votre gouvernement, on parle de 3 milliards en termes de pièces. Bon, et qui ne vont pas tout de suite arriver parce qu'il y a des problèmes de logistique, il faut que ça quitte la France et que ça arrive ici par avion, ça pèse. Donc, il y aura une injection de 500 000 francs en termes de pièces. 500 millions, s'il vous plaît, par an, en ce qui concerne l'utilisation des pièces. Donc, on va se retrouver avec des pénuries de petites pièces de 50 francs. Ce qui peut donc amener certains commerçants à passer de 150 à 200 francs tout simplement, ou quelque chose qui coûte 175 francs, on dit, écoutez, on n'a pas de souci, mettons à 200 francs. Donc, ça va créer, qu'on le veuille ou non, une inflation mécanique. Et dans une situation d'assèchement financier que nous vivons de manière générale dans la sous-région d'Afrique centrale, vous voyez, autant la Banque centrale dit oui, on veut quand même essayer d'innover, mais de l'autre côté, ça va avoir des répercussions, comme je disais tantôt en parlant d'inflation mécanique, qui ne va pas seulement toucher le Congo parce que dans la sous-région, vous avez aussi des produits qui coûtent 175 francs, 150 francs. Il y a le risque que les gens mettent de manière mécanique ces prix à 200 francs. Vous voyez, ça fait quand même un manque à gagner pour les consommateurs. Albert, finalement, on n'aura rien créé si on prend en compte ce que Alphonse nous dit. On a voulu apporter une solution, mais on dirait on va encore créer un autre problème. Attendons de voir d'abord, donc soyons prudents, regardons cela. L'analyse d'Alphonse Ndongo est correcte, elle est, je dirais même imparable quelque part, parce que effectivement nous avons déjà eu ici, vous voyez même du temps de la dévaluation du franc CFA en 1994, nous avions des chiffres automatiquement arrondis aux chiffres supérieurs, parce que, tout simplement, on n'arrivait pas à faire les calculs ou qu'on ne voulait pas faire les calculs de la reconversion. Et ça, c'est imparable. Je crois que c'est inévitable. Maintenant, la question que je me posais naïvement, Alphonse, qui s'y connaît, nous dira ce qu'il en est. Est-ce que, quand ils ont voulu créer ces pièces de monnaie,
ils ont pensé à cet effet de d'inflation automatique, inflation mécanique. Et donc, alors, quelle est la parade à la parade? Alphonse va réfléchir pendant ce temps. Nous allons accorder la parole à Carus. Alors, Carus, on a vu, comme on a écouté le gouverneur parler de résoudre cette affaire, la pénurie de monnaie. Mais peut-on penser qu'avec 200 francs, on va régler cette affaire qui est courante chez nous, où 500, 1000 francs, 500, pas de monnaie. Est-ce que là, le problème vraiment sera résolu de cette affaire de pas de monnaie avec la pièce de 200? Non, je pense qu'on va de mal en pire. Parce que je suis une femme, je vais souvent au marché. La pièce de 200, pour moi, ça ne change rien. S'il faut dire. Ça vient créer encore ça vient créer un grand problème. Mais ça, pour moi, ça ne change rien. Et là, on risque de tomber sur ce que Alphonse a dit. Le transport en commun, le prix peut être fixé à 200. À 200 francs, exactement. Ça permettrait aux transporteurs d'éviter maintenant cette affaire de monnaie. Albert l'a dit, peut-être qu'il n'est pas allé au bout de la chose. Lorsqu'il y a eu effectivement la dévaluation du franc CFA en 1994, qu'est-ce que le gouvernement congolais a pris comme mesure? C'est que la course de taxi passe de 500 francs à 700 francs 700. Et alors, nous sommes des usagers, nous sommes des consommateurs de ces produits d'une manière ou d'une autre, du transport intra-urbain. Vous constatez que la course est à 1000 francs, même lorsque c'est une petite distance. Pour quelle raison? Parce que généralement, il n'y a pas de pièces. Oui, il n'y a pas de pièces. Et donc, on va certainement déboucher vers cette situation d'inflation mécanique créée par la Banque centrale en voulant résoudre le problème de pièces. C'est déjà une bonne chose qu'il y ait assez de pièces parce qu'il n'y en a pas assez. Mais la pièce de 200 francs pour moi pose problème parce que j'ai dit les prix compris entre 150 francs et 195 francs, beaucoup de commerçants, ceux qui vendent je ne sais pas quoi, l'oignon, ainsi de suite, feront basculer ces prix à 200 francs CFA. C'est qui, quand même, il faut le reconnaître, va créer une inflation qui est là, mais qui est occasionnée par l'arrivée de ces pièces. Et autre chose, c'est une observation que j'ai faite, d'ailleurs je l'ai écrit sur ma page Facebook en disant, je comprends pas pourquoi est-ce que la pièce de 500 francs, je vois la tête d'un homme de type, n'est-ce pas, blanc. Je n'ai rien contre les Européens, mais vraiment le symbolisme qui a été utilisé sur la pièce de 500 francs où je vois un homme, sauf si mes lunettes me trahissent, de type blanc, et sur la pièce de 25 francs, j'ai vu le symbolisme d'un homme de type justement noir. Donc, je me suis bien posé la question, est-ce qu'au niveau de la Banque centrale, on a été assez regardant? Parce que le symbolisme renvoie un message. C'est vrai que Sana Bangui, le gouverneur a dit, nous avons trouvé un symbolisme qui s'adapte à l'éducation, à l'environnement, à la femme. J'apprécie parce que ce sont nos valeurs. Mais je dis, il faut quand même éviter de prêter le flanc à ces panafricanistes qui, à longueur de journée, estiment que le franc CFA n'est pas notre monnaie. Et donc là, je crois que ça vient renforcer parfois ces dires de nos frères panafricanistes. Oui, Alphonse, quand on écoute le gouverneur parler de la sécurité, aujourd'hui, sommes-nous rassurés qu'elles seront réellement à l'abri de ceux qui peuvent les trafiquer? Tant mieux si au niveau du gouvernorat de la Banque centrale, on a pris des dispositions d'ordre sécuritaire pour ces biens, mais je vois que c'est limité. Aujourd'hui, avec l'industrie de la fausseté ou de la contrefaçon, les gens n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Ils prennent cette pièce, ils l'envoient dans un pays d'Asie, je ne vais pas citer son nom, et tout de suite, ils vont trouver des machines qui s'adaptent à ce type de pièces. Bon, le gouverneur a dit, l'alliage maintenant est tel que ce ne sera plus un alliage qui est d'une importance comme les anciennes pièces et qui permettait à certains contrefacteurs de fabriquer des bijoux parce que cet alliage n'est pas de la même qualité de produit. Bon, mais en ce qui concerne quand même les jeux du hasard, puisque c'est justement pourquoi on a créé des pièces de forme non circulaire pour que ça ne puisse pas entrer dans les machines à sous, je dis, sur ce point, il me semble que il y a eu quand même des limites
dans leur façon de concevoir la chose parce que les contrefacteurs n'ont pas besoin de ça pour réagir tout de suite. La preuve, les nouveaux billets de 10 000 francs qui ont été injectés dans l'espace, ils sont déjà, on sait très bien que de faux billets circulent, dont les contrefacteurs n'ont même pas eu d'assez de temps pour le faire. Et il y a plus forte raison en ce qui concerne les jeux du hasard, les machines qui sont fabriquées dans un pays d'Asie. Oui, Albert, est-ce que ça vous inquiète, cette façon de trafiquer? Pensez-vous aussi que ces pièces seront facilement? Ah oui, ce serait être naïf ou un peu, comment dire, imprudent que de penser qu'une pièce, un billet de banque soit garanti à vie contre la transformation, le traficotage, etc. Aujourd'hui, avec les imprimantes à 3 dimensions, les choses les plus compliquées deviennent d'un jeu d'enfant quand il s'agit de les copier. Donc non, il n'y a pas de... Je dirais même qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il faut être simplement certain que ça arrivera, mais quand? Donc c'est cela. Et que surtout, dans la transaction économique, le fait de déceler les faux du vrai soit rendu beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Vous savez, les billets de 10 000 francs qui sont aujourd'hui inondés de faux, injectés de beaucoup de faux, ben, nous avons des testeurs dans les boutiques de quartier, mais ces testeurs-là, ils ont fait leur temps. Aujourd'hui, quand quelqu'un passe un faux billet de 10 000 francs au testeur, le testeur n'y voit que du bleu, je veux dire. Alors, il faut éviter ça, mais ne pas venir dire, oui, bon voilà, nous avons pris toutes les garanties, parce que le falsificateur, justement, il est préparé à affronter cette difficulté et à la rendre vaine, nulle, pour qu'il gagne un peu plus. Je crois que la Banque centrale doit mettre les moyens pour arriver à sécuriser